Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère historique assez fascinant. Akhenaton, Ah oui, le pharaon hérétique. exactement. Et surtout, on va explorer ce lien possible et un peu controversé avec Moïse. On se base pour ça sur le livre de Philippe Aziz, Moïse et Akhenaton. Une source intéressante pour aborder cette énigme. Notre but, décortiquer un peu les idées clés du livre sur Akhenaton, sa révolution religieuse, assez folle, et voir ses parallèles avec les débuts du judaïsme. C'est vrai que ça soulève beaucoup de questions. Akhenaton reste une figure très énigmatique. Alors, pour commencer, Akhenaton, qui s'appelait Amenhotep IV au départ, il fait un truc incroyable pour l'époque. Oui, il décide de laisser tomber tous les anciens dieux égyptiens. Voilà, pour n'adorer qu'un seul dieu, Aton, le disque solaire. La source cite cette idée forte. Aton existe pour l'éternité et s'est créé lui-même. Hmm, Et il change même son nom en Akhenaton, ce qui veut dire celui qui plaît à Aton. C'est une rupture totale, quoi. c'est assez incroyable d'imaginer ça dans l'Égypte de l'époque, si profondément polythéiste. C'était vraiment audacieux. Et il ne s'arrête pas là. Non, pour Aton, il voit grand. Il construit une capitale de A à Z, Akhetaton. C'est le site qu'on appelle aujourd'hui Tel El Armana. Une ville entièrement nouvelle. Oui, une ville planifiée dédiée à son dieu, avec des palais, des temples très particuliers. Le livre mentionne qu'il voulait son tombeau creusé là, dans la falaise est. Il dit « Un tombeau sera creusé pour moi dans les rochers de l'Est Un temple à ciel ouvert aussi, c'est ça ». Exactement, pour laisser entrer la lumière d'Iaton. C'était très novateur. Et puis il y a aussi sa représentation physique, souvent décrite comme particulière. Visage allongé, des traits presque féminins parfois. Et à côté de lui, il y a Néfertiti, la grande épouse royale. Ah, Néfertiti. Son buste est mondialement connu, bien sûr. Oui, mais la source insiste sur son rôle. Elle n'était pas juste une reine consort passive. Non, pas du tout. On a des représentations où elle conduit son propre char royal. Ce qui est assez dingue pour l'époque. Absolument. Ça montre bien à quel point ce couple royal bousculait les traditions. Le livre évoque même des scènes de vie familiale avec leurs filles visitant les chantiers. C'est touchant, mais ça nous ramène à la question centrale posée par Philippe Aziz. Cette quasi-coïncidence entre le monothéisme d'Akhenaton et puis l'émergence pas si longtemps après de celui de Moïse, est-ce que c'est juste le hasard? Où est-ce qu'il y a un lien? C'est ça la plus fascinante des enquêtes, comme le dit Aziz. Exactement. Qu'est-ce que ça pourrait être ce lien? Alors, le livre explore l'hypothèse, notamment défendue par Sigmund Freud, c'est assez connu, Freud, le psychanalyste. lui-même. L'idée, en gros, c'est que Moïse aurait pu être égyptien, peut-être un proche d'Akhénaton, un disciple d'Aton, qui aurait dû fuir après la chute du pharaon. D'accord. Et il y a des arguments pour ça? Freud et d'autres, relayés par Aziz, pointent plusieurs choses. D'abord, le nom Mose, qui serait d'origine égyptienne, signifiant enfant. Hmm. Ensuite, les ressemblances doctrinales. Un dieu unique, le rejet les idoles, Aton, c'est juste le disque solaire, pas de statue, et Yahvé interdit les images taillées. Ah oui, c'est vrai. Et même la circoncision. La source, en citant Hérodote, rappelle que c'était une pratique égyptienne. Intéressant. Freud va même jusqu'à interpréter un détail biblique. Moïse, qui aurait la parole difficile, peut-être, suggère-t-il, parce que l'hébreu n'était pas sa langue maternelle. Ça renforce l'idée d'une origine non hébraïque, égyptienne potentiellement. C'est un faisceau d'indices troublants quand même. Oui, c'est ce qui rend cette hypothèse si persistante, même si elle reste très débattue, évidemment. Mais bon, cette révolution d'Akhénaton, elle n'a pas duré. Non, pas du tout. Après sa mort, c'est la restauration. Et quelle restauration a-t-on? Son nom, celui d'Aton, effacé partout. On a martelé les cartouches sur les monuments. La fameuse damnatio memoria, la condamnation de la mémoire. On a voulu l'effacer de l'histoire, purement et simplement. Sa ville, Akhénaton, a été abandonnée. Et on a même démonté ses temples, comme à Karnak, pour réutiliser les pierres ailleurs. C'est fou l'acharnement. Un effort systématique pour l'éradiquer. Et pourtant, Pourtant, malgré tout ça, l'oubli n'a pas été total. Le site d'Akhénaton, Tel El Amarna, a été redécouvert au XIXe siècle. ah oui, Oui, les archéologues ont trouvé les ruines, les tombes, des stèles, qui nous ont révélé Akhénaton, Néfertiti, Aton. Et c'est là qu'un archéologue allemand, Borchardt, en 1912, Ouais. trouve le buste de Néfertiti. Exactement, ce buste incroyable, si bien conservé, sauf un œil qui manque. Borchardt pensait qu'il n'avait jamais été incrusté. On a aussi trouvé les lettres d'Amarna. les lettres, Amarne, oui. oui, des tablettes d'argile. C'est la correspondance diplomatique d'Akhénaton avec d'autres rois. Ça nous donne un aperçu du contexte de l'époque. Donc,
On se retrouve avec ça, un pharaon révolutionnaire, une tentative monothéiste radicale, une suppression quasi totale de sa mémoire. Et cette ombre qui plane, ce lien possible et non résolu avec Moïse et les origines du monothéisme juif, comme l'explore le livre d'Aziz. Le mystère demeure entier. C'est ça qui est fascinant. Oui. Et pour finir, peut-être une dernière réflexion inspirée par la source. Est-ce que cette volonté d'effacer Akhénaton n'a pas eu paradoxalement un effet inverse, peut-être en influençant souterrainement ce qui allait suivre? Bonne question. Ou alors en pensant à la comparaison que fait le livre entre Akhénaton et Brésilien, qu'est-ce qui nous pousse encore aujourd'hui à bâtir des cités idéales sur des idées nouvelles? Et quel héritage laissent vraiment ces expériences audacieuses? De quoi réfléchir en effet. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.